Simodec.tv en direct du Salon international de la machine-outil de décolletage au parc des expositions de La Roche-sur-Foron. Nous ont rejoint sur ce plateau, ils sortent tout juste de leur conférence, Jérôme Macmouche, directeur du SNDEC, et puis Laurent Pouquet, directeur de Quadrat, c'est ça ? Bonjour à tous les deux et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Votre conférence était consacrée aux mutations industrielles. Jérôme Macmouche, notre industrie est-elle prête ou est-elle en retard ? C'était pas une histoire d'être prêtre ou d'être en retard. Là, il s'agissait d'expliquer justement, en fonction de l'évolution justement du secteur industriel. On a focalisé sur le décolletage, mais le décolletage est une industrie qui s'intègre dans un environnement beaucoup plus global que ça. Quel allait être l'impact justement, quel pourrait être l'impact de ces mutations industrielles sur l'emploi et les compétences à horizon 2020. Donc, est-ce que l'on est prêt, j'ai envie de dire, on fait tout pour être prêt, c'est-à-dire qu'on est dans cette dimension anticipation. Comme vous voyez, l'intitulé de cette conférence, on était dans une dimension un peu plus prospective. Ouais. Donc justement, c'est pour voir quel plan d'action on mène pour accompagner ces évolutions et ces mutations. Mais je vous pose cette question justement parce qu'on dit toujours mutation, mais c'est par rapport à qui, par rapport à quoi ? Quel est le référentiel en fait ? Alors, les mutations, l'impact des mutations sur les compétences, elles sont de tout ordre. Des mutations, elles peuvent être réglementaires, économiques, environnementales, technologiques, bien évidemment. Donc, toutes ces mutations ont un impact sur les compétences. Bien sûr, les innovations technologiques vont avoir un impact sur les emplois, mais la réglementation a aussi un impact sur les emplois et les compétences. Donc les mutations, elles sont permanentes, et surtout dans l'industrie qui est un secteur vraiment en forte mutation est permanente. Oui. Laurent Pouquet, si vous aviez un conseil à donner à ceux qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi si on devait résumer et synthétiser votre propos ? Un conseil, c'est difficile. Les gens sont souvent ont une ancienneté dans leur secteur. Des préconisations alors Une préconisation, c'est de penser large. C'est d'imaginer qu'on est souvent focalisé sur la technologie et on regarde à court terme. C'est d'imaginer que le secteur, les clients vont changer, les produits qu'on fabrique vont changer et que dans les compétences, il faut avoir des capacités d'adaptation. Et donc de penser que les gens qui rentrent dans le secteur aujourd'hui devront y être encore dans 10 ans ou 15 ans et devront s'adapter et avoir la capacité à élargir leur champ d'intervention. Qu'est-ce qui change le plus vite aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est le plus difficile à suivre ? Alors le plus difficile pour les entreprises, c'est l'évolution de la conjoncture qui bouge très vite et qui est très compliquée et la course à la technologie. Mais en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est que derrière ces choses qui sont un peu du hard, on a du soft, je dirais, qui sont derrière l'adaptation des hommes. Et l'adaptation des hommes, on a toujours pensé que c'était moins visible que l'adaptation des technologies. Et en fait, aujourd'hui, c'est dans cette rencontre avec les difficultés à adapter les ressources humaines qu'on est confronté le plus crûment. Vous, votre rôle, votre travail en dehors de cette conférence chez Quadrat, c'est quoi exactement ? Alors, c'est d'analyser sur des secteurs d'activité, ou quelquefois pour des entreprises, comment les mutations de leur activité vont impacter leurs besoins de compétences et les façons d'y répondre. Et aujourd'hui, est-ce que, je me retourne vers vous, Jérôme Macmouche, est-ce que les formations qui sont proposées aux jeunes notamment sont adaptées au marché ou encore pas du tout ? Si on raisonne décolletage, les formations, c'est ce qu'on constate avec les entreprises, c'est que les formations que l'on peut avoir aux différents métiers d'une entreprise de décolletage sont adaptées. Qualitativement, elles sont adaptées, elles correspondent aux besoins. Ouais. Où on a le plus souvent de souhaits d'entreprise, c'est sur du quantitatif. Elles voudraient beaucoup plus de jeunes. Donc c'est pour ça que c'est très important, cette dimension attractivité, d'arriver à attirer ces jeunes. Vous avez le succès de l'apprentissage, quand vous parliez d'adaptation, vient de là. C'est-à-dire que pendant la conférence, Laurent disait à juste titre que le système scolaire n'arrivera pas à sortir la personne exactement comme l'entreprise le voudrait. Ça, c'est sûr. Mais après, il y a le rôle de l'entreprise de l'adapter à son propre environnement, à son propre condition de travail, parce qu'une entreprise à une autre, en plus, ça change. C'est aussi pour ça que l'apprentissage a ce succès. C'est-à-dire qu'il y a ce rythme d'alternance. Vous avez un jeune qui est dégrossi et qui acquiert des savoirs théoriques quand il est en centre de formation. Quand il est dans l'entreprise, ensuite, il y a cette adaptation qui se fait à la culture de l'entreprise, au mode de production de l'entreprise, à son environnement. Mais il n'y a pas de décalage aujourd'hui entre ce qui est appris de manière théorique et la pratique. Il y a juste un travail pratique à faire et à assimiler, mais il n'y a pas un décalage que vous percevez comme énorme ?
Non, de décalage, ça va dépendre un petit peu de. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Déjà d'un jeune à un autre qui vont suivre la même formation, déjà il y a une adaptation qui peut être différente. Mais si on raisonne très global, très macro en tout cas pour le décolletage, on sait que les formations qui sont dispensées actuellement, qu'elles aillent, j'ai envie de dire du CAP ou au bac pro jusqu'à l'école d'ingénieur, correspondent aux différents besoins qualitatifs de l'entreprise. Le flux, ce sur quoi on doit travailler, c'est sur le flux, sur la dimension quantitative. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, les jeunes sont recrutés avec plus de qualifications qu'il y a une dizaine d'années? Est-ce qu'on sent que les emplois d'aujourd'hui sont des emplois plus qualifiés dans la filière du décolletage? Alors oui, on a une progression dans toute l'industrie de la part des BTS, mais ce n'est pas la panacée. Ça ne suffit pas à analyser la mutation. On a un retour en force, vous parliez d'adaptation. Ces diplômes qui, historiquement, sont en partie liés à la transformation du système de formation initiale où on a amené davantage une proportion de 70% d'une classe d'âge au bac, donc on a plus de diplômés d'enseignement supérieur. Ce n'est pas une solution unidimensionnelle. La capacité d'adaptation, et c'est là un grand retour de formation plus transverse de l'intérêt de l'éducation nationale et de ne pas former forcément spécifiquement aux attentes de l'entreprise. L'idée, c'est que l'élévation du niveau de qualification, c'est un passeport pour évoluer. Ouais. On va chercher... il y a un grand retour de la valorisation de compétences transverses qui vont permettre aux salariés d'évoluer dans l'entreprise. Puisque l'entreprise va évoluer et puisque le salarié a 20 ans, à peu près certain qu'à 35 ans, il ne fera pas le même métier. Oui, ça c'est quelque chose qui a changé ces dernières années notamment. Oui. C'est-à-dire qu'on ne fait plus toute sa carrière dans une seule et même entreprise aujourd'hui. Alors peut-être dans la même entreprise, mais en tout cas pas au même poste. Pas au même poste, oui. Et la mobilité, alors on voit que les processus d'insertion des jeunes sont beaucoup plus longs, y compris pour les jeunes très diplômés. Mais en même temps, l'insertion, on l'a pensé un jour, c'est fini d'imaginer qu'on va rentrer dans la grande entreprise et puis ses parents disaient maintenant tu es tranquille. Ouais. Non, on n'est plus tranquille nulle part aujourd'hui. On peut plus être tranquille et on ne doit pas être tranquille. Ce n'est pas l'étape qui compte, c'est le chemin. Donc ça va être de réfléchir à chaque étape de sa vie à comment on évolue. Donc il y a des outils RH pour ça, de faire réfléchir les salariés à l'évolution de leur propre parcours professionnel, de se former. Donc c'est un schéma où les entreprises sont impliquées, mais les salariés aussi doivent... C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est un travail d'adaptation et d'évolution que les salariés doivent faire eux-mêmes, ou est-ce que c'est vraiment aux entreprises de leur proposer? Alors les deux doivent faire une partie du chemin. Le salarié... Si l'entreprise ne le propose pas, quelles sont les pistes pour le salarié pour évoluer? Eh bien, il y a des outils, il y a le droit individuel à la formation. On verra ce que donne la réforme de la formation professionnelle, mais des droits portables. Et le salarié doit devenir doit être acteur de sa trajectoire professionnelle. Aujourd'hui, vous avez parlé également de mutation et d'évolution législative, de réforme, de réglementation. Est-ce que c'est plutôt positif ou plutôt négatif pour le secteur et pour la compétitivité ici? Jérôme Macmouche. De quel genre à quoi vous faites allusion là sur la règlement? Ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y avait des mutations au niveau réglementaire que moi personnellement je ne connais pas, mais vous y avez fait référence. Non, mais par exemple, quand on parle de mutations réglementaires, ou vous savez, quand vous avez une nouvelle norme qui se met en place, par exemple. Des normes environnementales, etc. Alors, ça peut être effectivement une bonne chose. Parfois, vous avez des entreprises qui vont quand même constater que ce qui peut leur être demandé à des entreprises sur un territoire ou en Europe, en France ou en Europe, ne va pas être demandé à un concurrent qui se situe dans un autre pays. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui on a une standardisation européenne des normes et de la réglementation, ou est-ce que c'est pas encore le cas? Est-ce qu'on a des trucs qui sont spécifiquement français aujourd'hui dans notre réglementation? Français. Donc, globalement, le processus est à la convergence des réglementations, puisque ce sont une grosse partie de la réglementation nationale est une transposition dans le droit national des directives européennes. Surtout sur les normes techniques. Est-ce que nos normes techniques européennes favorisent plutôt la compétitivité de l'Europe, ou elles ont du retard ou une longueur de retard sur d'autres pays, par exemple? Alors, il est sur l'histoire, on regarde sur une longue période, c'est un facteur qui, effectivement, à court terme est coûteux pour les entreprises, mais c'est un facteur de compétitivité, puisque ça permet au tissu économique d'évoluer vers plus de performance. Donc, sur le long terme, c'est plutôt un schéma gagnant. Mais là, ça marche quand on est dans des schémas de concurrence avec des pays à bas coût, où les normes ne sont pas appliquées. Sur des schémas plus intra-européens, c'est moins vrai. Jérôme Macmouche, qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour nos entreprises pour arriver à être les meilleures possibles?
Vaste question. Vaste question parce que la réponse est vaste aussi parce qu'elle n'est pas, c'est pas un monofacteur. La compétitivité, c'est à la fois d'évoluer dans un environnement national qui va favoriser la compétitivité, et nous c'est quelque chose sur lequel on se bat souvent et on se plaint souvent sur ce poids des charges. On a fait des statistiques en comparant, et là on ne parle pas par rapport à des pays à bas coût, les principaux concurrents d'une entreprise d'écoltage française, ce sont les Allemands, ça peut être des Coréens, ça peut être des Italiens, des Suisses, donc ce sont des pays européens, mais où, j'ai envie de dire, qui évoluent dans un environnement avec un coût du travail qui est quand même clairement différent. Si vous avez mis, on a les moyens de lutter ou c'est difficile, il faut aller sur d'autres secteurs, d'autres niches? Il faut arriver à passer outre. On s'aperçoit qu'en termes de compétitivité technique, sur l'apport technique, on arrive largement à concurrencer et être bien meilleur que les Allemands. Ouais. Le différentiel après pour un client, il va raisonner coût global, et le coût global, bien souvent, il va se faire sur le poids des charges qu'ils vont payer, et on s'aperçoit de l'écart entre la France et l'Allemagne, par exemple, parce qu'on en parle souvent. On s'est amusé à faire un comparatif d'une entreprise française à une entreprise allemande de 50 salariés. Le coût des charges de personnel est supérieur de 400 000 € pour une entreprise française d'écoltage française par rapport à une entreprise allemande. Mais par exemple, on va avoir une énergie qui est moins chère aussi en France. Du coup, ça peut compenser dans certains cas, non? Pas de cet écart-là quand même. Pas de cet écart-là. On n'a pas tant d'avantages que ça finalement en France en termes de compétitivité. Il faut chercher comment être compétitif alors du coup. Ce qui est vraiment dommage, c'est que pour ce qu'on connaît nous, quand même, on est dans un tissu qui est techniquement extrêmement bon, extrêmement compétitif. Mais du coup, on n'a pas d'autre choix que d'être toujours à la pointe et toujours dans l'excellence technique, sinon, de nouveau, on est plus compétitif? Indispensable. Indispensable. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le gouvernement est en train de prendre conscience de l'ampleur et de l'importance de l'industrie en France, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Qu'ils en prennent conscience, c'est une chose. J'ai l'impression que ça fait quelques temps qu'ils en prennent conscience. Maintenant, on attend des actes. Il n'y a encore pas eu d'actes d'après vous? Pour en revenir à ces mutations industrielles, quel conseil, et on en terminera par là, vous donneriez à une TPE, une PME du décolletage autour de nous par exemple? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Il faut quoi? Faut qu'ils viennent vous voir? Comment on fait pour évoluer, pour changer, pour être en avance concrètement dans les faits, dans les actes? Vous avez un processus dans l'industrie qui s'appelle l'amélioration continue. Donc tout à l'heure on disait comment faire que le principe d'une entreprise, et c'est ce qui rend la vie de l'entreprise passionnante, c'est qu'on est dans le processus d'amélioration continue, de recherche. Mais des fois, on ne sait pas trop comment faire pour s'améliorer. On a l'impression de ne pas en avoir les moyens ou pas les compétences. Quel conseil vous donneriez? Vous avez des actions transverses qui sont menées. Donc là, je laisserai Jérôme s'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, la réflexion, et au niveau de l'entreprise, alors ça va être sortir du périmètre de l'entreprise. Rencontrer d'autres acteurs, travailler avec d'autres gens, c'est de faire rentrer dans l'entreprise aussi des compétences un peu nouvelles et des compétences transversales qui vont permettre aux salariés de réfléchir sur des nouveaux usages, et notamment à travers la jeune génération. Vous disiez qu'il n'y a pas de marketing, par exemple, en général, dans les entreprises de la vallée et françaises en général de l'industrie. C'est un tort? Il faudrait qu'il y ait du marketing? Alors, compte tenu de la taille moyenne, c'est parfois difficile d'avoir des structures de marketing intégrées, mais aujourd'hui, l'entreprise est agile. L'entreprise fonctionne avec des partenariats serrés. Quand une compétence est difficilement, pour des raisons de coût, intégrable dans l'entreprise, elle peut être partagée, elle peut être liée à l'association avec un partenaire spécialisé dans le marketing qui va travailler une agence, quelque chose comme ça, pour plusieurs entreprises, ou par des instances fédérales et transverses comme le SNDEC. Mais attention, quand on parle de marketing, il faut bien savoir de quoi on parle et selon quelle est la cible. Oui, parce que quand on parle de sous-traitant, c'est difficile de faire du marketing quand on est sous-traitant, non? Oui, mais ça dépend de l'orientation stratégique. C'est un petit peu ce qu'expliquait aussi Laurent pendant la conférence. Ça dépend déjà de l'orientation stratégique de l'entreprise. Ouais. Mais du marketing, si elle a une problématique de recrutement, par exemple, l'entreprise, elle va faire du marketing. Mais sauf qu'en ciblant, ça va plutôt être du marketing du recrutement, quoi. Ouais. Selon si c'est plutôt par rapport à ses clients, ça va être un autre type de marketing. Donc c'est vrai que ça dépend un petit peu de quoi on parle quand on parle de marketing. Mais pour en revenir sur les aspects ressources humaines et dans les enjeux qui étaient mis en avant, il y a déjà effectivement des pistes que nous on a mis en avant qui fonctionnent bien. Je pense notamment au groupement d'employeurs.
que l'on a mis en place aussi bien sur les fonctions de production que sur les fonctions support. Vous savez, des entreprises, vu leur taille, elles ont besoin d'expertise. Que ça peut être en qualité, hygiène, sécurité, environnement ou en informatique ou sur d'autres fonctions support que individuellement, de par leur taille, elles n'auraient pas les moyens ou pas la nécessité. Et en fait, en créant ces groupements d'employeurs, on a permis à des entreprises d'avoir ces compétences mais sur du temps partagé. Concrètement, là, on a des entreprises qui recrutent à 3 une compétence en qualité, hygiène, sécurité, environnement, et cette personne... Juridiquement, comment ça marche, ça ? Comment c'est possible ? La personne est portée par un groupement d'employeurs. Donc on a créé un groupement d'employeurs qui s'appelle Alpej. Alors c'est Alpej Zénith pour Alpej Zénith pour les fonctions support. Donc son contrat, c'est Alpej qui le paye. Voilà, c'est lui, l'employeur de cette personne, c'est le groupement d'employeurs. D'accord, c'est Alpej. Et en fait, les entreprises demandent à Alpej et cette personne est mise à disposition de ces 3 entreprises et c'est Alpej qui facture à ces 3 entreprises. Et ça, c'est un exemple de solution très concrète qu'on peut appliquer en allant vous voir. Comment on fait ? On va au SNDEC, on dit voilà, j'ai besoin. Vous venez au SNDEC ou vous contactez Alpej, clairement. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà... Et on a créé, en moins d'1 an, on a créé 36 emplois entre les deux groupements d'employeurs sur des personnes qui venaient... Alors, pas sur les fonctions support, mais en tout cas sur les fonctions de production, des personnes qui étaient totalement hors industrie. Donc on les a attirés, elles ont suivi une formation pendant 1 an, CQP. Donc ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que quand on parle de compétitivité, les ressources humaines, c'est un levier stratégique de développement et ça le sera de plus en plus de toute façon. Parce que ça a toujours été d'autant plus dans le décolletage un facteur de différenciation compétitive. Dans ce secteur ultra concurrentiel, ça va l'être encore plus de toute façon. Parce que là, les moyens de production, tous les concurrents peuvent avoir les mêmes moyens de production. Donc ça va se jouer sur quoi ? L'innovation sur les moyens de production et les compétences qui vont les piloter. Et on n'a pas un problème au niveau ressources humaines aussi ici avec la Suisse qui nous pique des talents. Comment on peut faire pour lutter contre ça ? Je ne vous vois pas pressé de répondre ni l'un ni l'autre, mais c'est difficile ou pas de lutter contre la Suisse ? On a les moyens de le faire ? Très difficile d'arriver à lutter contre la Suisse, très très difficile. Moi ce que je pense simplement, c'est que même côté suisse, il faudrait quand même veiller à ce qu'on soit dans une logique de développement gagnant-gagnant. Parce que la Suisse, et pourtant on sait ce qui s'est passé dans les élections récemment, là, mais la Suisse a clairement besoin pour son développement économique de compétences qu'elles vont prendre à l'extérieur. Parce que le marché, on va dire, intérieur n'arrive pas à satisfaire les besoins. Et s'ils assèchent clairement leur bassin de recrutement, ils vont se retrouver en problème aussi. Donc il faut vraiment arriver à être dans un développement gagnant-gagnant et surtout éviter, nous, pour le territoire, qu'on passe d'une économie productive à une économie qui va être résidentielle. Parce que là, ce sera aussi une catastrophe pour le territoire. Est-ce qu'on peut terminer sur un mot positif ? Est-ce que l'un de vous deux a une note positive ou une envie, quelque chose pour inciter notamment nos jeunes à s'intéresser à ces métiers ? Jérôme Macmouche, je sais que vous êtes le meilleur pour ça en général. Ah oui, mais quand on voit... Nous, on sait clairement qu'au niveau de notre industrie, on sait les perspectives de développement que l'on a. On sait les projets qui sont en place pour les mener. Et pour mener clairement ces projets, on a besoin de jeunes de tout niveau de qualification. Et c'est vrai que quand on s'est vu récemment sur le salon Smile, quand on voit, là j'ai des questionnaires d'évaluation avec moi, quand on voit l'impact qu'a ce salon sur la perception qu'ont les jeunes de l'industrie, c'est incroyable. Et moi je sais qu'on est assez confiance là-dessus parce qu'on attire de plus en plus de jeunes vers nous. Nos sections sont en hausse. On a eu une activité 2013 qui était bonne. On a des bonnes perspectives pour 2014. Donc on est dans une phase pour l'instant positive en restant très prudent parce qu'on est sur des cycles d'activité économique qui sont très, très rapides et très instables quand même. Mais le secteur va pas si mal et il y a du travail, donc on peut terminer là-dessus. Ah oui, le secteur va même, je vous dis, plus 1,7% en 2013, on prévoit plus 2% en 2014, donc c'est quand même correct, oui, c'est plutôt positif. Vous êtes un syndicat heureux au SNDEC. Oui, on essaye. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de Cimodec.tv et bonne continuation sur ce salon. Merci beaucoup pour votre temps. Cimodec.tv en direct du Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron. À tout à l'heure.